En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et la famille s'agrandit au Salon de l'Agriculture avec Philippe David. Ça va Philippe David? En pleine forme, et bah vous? Oui. On déguste des choses extraordinaires. Mais en fait, dès que je vous parle, vous me parlez de... Le problème, c'est que comme vous me faites passer pour un tube digestif ambulant, maintenant j'ai une réputation... Vous n'avez pas besoin de moi. Un estomac sur pattes. Un estomac sur pattes. Vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle culbuto. Voilà. Mais c'est parce que je l'aime bien. Avec nous, bien entendu, Philippe Bilger qui est avec nous, Olivier d'Artigol qui est avec nous aussi, et nos invités, Bernard Lerre qui est avec nous, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, et puis Jean-François Lamassé qui est avec nous, qui est avec nous. Merci en tout cas d'être là. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les crises successives rappellent combien la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur. La filière agricole française doit se transformer en profondeur pour répondre aux nouveaux défis. La tâche est immense, je crois, Philippe. Oui, et encore plus quand on sait que nos agriculteurs n'ont jamais été si peu nombreux en France. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 500 000 pour fournir céréales, viande, légumes, fruits, à plus de 67 millions de Français, alors qu'ils étaient 3 fois plus nombreux dans les années 70. Et aujourd'hui, nous avons une balance commerciale déficitaire sur l'alimentation, ce qui n'est jamais arrivé. Alors est-ce qu'on peut regagner une souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est juste de la volonté politique ou est-ce que c'est pas possible? Venez nous dire votre avis, ou ici sur le stand au 0826 300 300. Et Jean-François Lamassé, vice-président de la FDS-SEA 31, administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français, est resté avec nous justement pour en parler. Philippe Bilger, cette souveraineté alimentaire, on en est loin, très loin même. Mais il est très étonnant de voir à quel point la notion de souveraineté est revenue au premier plan des préoccupations civiques et démocratiques, mais je ne savais pas qu'elle était à ce point défaillante dans le domaine alimentaire, alors que, comme l'a rappelé Philippe, la France était en pointe, comme l'a dit notre ami tout à l'heure. Je ne vois pas comment on a pu brader cet immense trésor qui faisait la fierté de la France. La France agricole, c'était tout de même un fleuron dont tout le monde parlait et qui faisait véritablement la fierté des Français. Il n'y a eu aucune fatalité à ce qui est un désastre. C'est la conséquence de choix politiques. Le gouvernement vient d'annoncer aujourd'hui un plan pour reconquérir la souveraineté en fruits et légumes, actuellement importés à 50%. Comment peut-on imaginer que notre beau pays, qui est celui des vergers, celui des fruits et légumes, avec des campagnes publiques où on nous dit, à raison, qu'il faudrait consommer 5 fruits et légumes par jour. C'est des décisions politiques qui ont mis à mal les productions, les métiers, les femmes et les hommes qui produisent. Et donc, il faut regagner des pans de souveraineté, que ce soit d'ailleurs sur la question énergétique, industrielle ou agricole, et cela demandera du courage politique. Bernard Lerre. Je partage totalement les propos d'Olivier d'Artigol, mais on s'aperçoit qu'il y a un élément. À chaque fois qu'il y a une volonté politique, de quelque gouvernement que ce soit, qui appuie les propositions de la profession, des chambres d'agriculture, de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, etc., on est bloqué par quoi? On est bloqué par un cumul réglementaire incessant. Je prends un exemple très clair. Il y a une quinzaine d'années, autour de chez moi, il y a un groupe d'agriculteurs qui a voulu mettre en place une retenue d'eau, ce que je disais avant, entre 2 bassins versants, simplement pour éviter qu'elle aille se faire saler à la mer. Ils ont fait une étude de 5 000 € pour un projet qui coûte 100 000 €. 15 ans après, ils sont à 80 000 € d'études parce qu'il y a eu des recours permanents qui les amènent et donc ils sont écœurés et donc ils abandonnent. Et c'est vrai que si on ne sanctionne pas aujourd'hui, alors qu'ils ont raison à chaque fois, si on ne sanctionne pas aujourd'hui cet abus de recours, si on ne sanctionne pas financièrement, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'il faut simplifier aujourd'hui énormément ce côté administratif. Vous n'imaginez pas toutes les normes qu'il peut y avoir sur le sujet environnemental. Il est vital que l'on transmette le plus bel environnement à nos enfants, mais quand on voit aujourd'hui que certaines règles vont à l'encontre du bon sens environnemental, ça fait mal au ventre. Jean-François Lamassé. Mais moi je vais vous dire, quand on parle de l'eau, c'est un sujet mais qui est hyper vaste. Il y a des gens qui veulent maintenant prendre entre guillemets le pouvoir de l'eau, qui n'y connaissent rien du tout. On a les écolos qui nous racontent mais des stupidités à dormir debout. Et bien sûr, toujours attention, on va plus avoir d'eau, c'est la peur. Leur système, c'est la peur. Voilà.
Quand on dit l'eau pour les agriculteurs, on a l'impression que beaucoup de médias, qui conviennent bien avec ces gens-là, on va boire tout. On a l'impression qu'on a c'est plus des estomacs qu'on a, c'est des bassines. C'est des bassines. Voilà. L'eau, elle est faite pour quoi? Pour nourrir les Français. Pour nourrir les Français. Et quand on vous dit oui, on va économiser l'eau, dites-moi où elle va l'eau qui a été économisée. Dites-moi où elle va. L'eau elle repart à la mer. Voilà l'économie où c'est qu'elle est. Et c'est pas en faisant comme on fait aujourd'hui qu'on va régler le problème. Alors c'est quoi la solution? Mais il faut se remettre à faire des réserves d'eau. L'Espagne ne demande rien, ils font des réserves, même l'Allemagne. Quand on en fait, vous avez vu dans les Deux-Sèvres il n'y a pas longtemps, avec affrontement avec les CRS, etc. Très bien, il y a plusieurs systèmes. Il y a eu affrontement qu'a fait le gouvernement. Les élus, moi ça me met en rogne ça, les élus qui ont été en train de saccager l'exploitation d'un pauvre gars qui avait 65 ou 70 hectares. Qu'est-ce qui leur est arrivé aujourd'hui? Au moment où je vous parle, rien. Ils sont chez eux dans leur canapé. Voilà. S'ils auraient été punis comme ils doivent être punis, on n'en serait peut-être pas là. Il n'y a plus de justice en France. Je pense elle n'est pas dans le bon sens. Non, oui. Je pense qu'on a toujours eu besoin qu'il y ait eu une certaine pression environnementale parce qu'il y a eu des dérives effectivement. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'on est toujours dans l'excès en France. Le balancier, il est soit d'un côté, soit de l'autre. Il ne s'arrête jamais au milieu. Et en 30 ans, on s'aperçoit les dégâts que la pression environnementale a pu faire sur le nucléaire, a pu faire sur l'industrie française. Et l'agriculture est en train de subir la même chose. Sur l'énergie. La France était le fleuron de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le 6e pays producteur. On est en train de tout dégrader. Et vous parliez de souveraineté alimentaire. Moi, je pense qu'on peut y revenir à la souveraineté alimentaire. Il va falloir un petit peu de courage. Il va falloir lever tous ces verrous réglementaires qui nous empêchent de produire. Et il va falloir que l'on ait ce courage face à 2-3% de la population qui ne sont pas sur des objectifs environnementalistes, mais sur des dogmes et des doctrines. Et comment on peut... Pardon, allez-y Philippe. Là, notre ami a totalement raison et ça peut se vérifier dans d'autres domaines. La France passe d'un extrême à l'autre. Elle est incapable de s'arrêter dans le juste milieu. C'est vrai en politique internationale, dans ce domaine agricole, partout, on ne sait pas s'arrêter au moment où les normes deviennent une gêne au lieu d'être une chance. C'est dramatique. Mais justement, oui. L'agriculture aussi, c'est que pendant très longtemps, c'était un métier en déflation. C'est-à-dire que quand on achète du blé, tout le monde il est pas cher, c'est pas grave, on verra l'année prochaine. Tout le monde s'est pris cette habitude-là. Les traders qui achètent du blé sont habitués à ça. Après, on a voulu offrir la PAC pour être au cours mondial avec des aides, mais en fin de compte, il valait mieux qu'on continue à produire comme on produisait avant. Plutôt que de mettre des millions d'hectares en jachère. Dès que la PAC est arrivée, on a eu des normes. Je vais vous dire, c'est pas compliqué. Un dossier PAC, les premiers en 92, moi j'avais 22 ans, je me le remplissais en 1 heure de temps. Aujourd'hui, on est obligé de passer à la Chambre d'agriculture. Parce qu'il y a Téléparc, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a même des choses que nous, on ne sait pas. Par rapport au SIE, les surfaces d'intérêt écologique, alors il faut tant de pourcents là, tant de pourcents. Mais ça devient une machine à gaz. Bernard Ley, vous qui êtes président de la Chambre d'agriculture du Pyrénées-Atlantiques, vous confirmez? Ben, je confirme. Alors, je suis président de la Chambre d'agriculture, mais je suis agriculteur aussi. Et donc je me sers de mes services pour pouvoir travailler. Mais on se rend compte malheureusement que les agriculteurs sont noyés dans cette nasse administrative, dans la paperasse, comme on dit un peu péjorativement. Et il faut qu'on arrive à sortir de ces éléments-là. Moi, je suis optimiste quand même, parce que je me dis, à force d'avoir tapé dessus, à force de voir que ça décline, et on se dit que l'alimentation ne doit pas être traitée comme le textile, la voiture ou l'industrie, il y a quand même une prise de conscience, même de la grande distribution, qui commence à avancer dans la bonne direction aujourd'hui, alors elle nous a étouffés durant des décennies. Le problème, c'est qu'il y a une crise de vocation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein d'agriculteurs qui aimeraient et qui font autre chose. Donc même si ça change, il va falloir aller chercher tous ces gens-là qui veulent plus venir, ou qui, en tout cas, qui vont laisser tomber. Ah ben c'est sûr que si on veut assurer la souveraineté alimentaire, le plus grand défi de demain, c'est pas de savoir produire, c'est de savoir comment on va remplacer les 50% d'agriculteurs qui arrêtent dans 5 ans. Oui, bah oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de succession. Bien sûr. Non, parce que le gros problème, le souci, parce qu'on tourne, on retourne, la souveraineté alimentaire, je vais vous dire, moi, depuis plus de 5-6 ans, je l'entends. J'ai défendu pendant, je sais pas combien, quand j'étais président de FEDE pendant 3 ans ou 4 ans,
un truc comme en avant depuis des années, les préfets sont au courant, tout le monde est au courant. Voilà. Je veux dire, si on voudrait vraiment le faire, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'acheté politique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant d'avoir une souveraineté alimentaire, il faut que les agriculteurs arrivent à gagner leur vie de leur métier. C'est la base de tout. Mais si aujourd'hui, on n'arrive plus à gagner notre vie, les jeunes iront bosser ailleurs. Je voudrais poser une question au vrai voiture. Olivier d'Artigol, par exemple, vous qui aimez bien les usines, je crois. J'avais poussé un coup de gueule il y a quelques temps. Il aime les usines? Vous aimez bien les usines, Olivier d'Artigol. Non? Vous n'aimez pas les usines? Et les crêpes. Vous aimez les usines et les crêpes, on le sait. J'aime l'industrie relocalisée. Oui, voilà. Non mais, je vais vous prendre un exemple. J'avais poussé un coup de gueule à la place du coup de cœur d'aujourd'hui, il y a quelques mois, sur une entreprise agroalimentaire française en Bretagne, Paul Leduf, qui devait ouvrir une usine avec 500 emplois à la clé. Il a arrêté, il a décidé fin 2022, parce qu'il y avait tellement de recours des associations environnementales qu'il était en procès depuis 5 ans, et qu'au mieux, il en avait pour 5 ans de mieux. Il a dit, je fais pas l'usine avec 500 emplois, je transfère la production en Allemagne, au Portugal et aux États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Bernard l'a dit, et tu redonnes une illustration forte. En effet, les normes et l'accumulation des normes devient quelque chose qui peut mettre à mort des filières. Mais ce dont vous avez besoin aussi, c'est d'une vision, d'un grand projet national pour l'avenir de l'agriculture qui prend en compte l'ensemble des enjeux, et ils sont nombreux. Moi, je me désespère le fait qu'on puisse avoir des élections, notamment l'élection majeure, l'élection présidentielle, où on est à sec sur ces grands sujets d'avenir. Désolé pour le jeu de mots sur un sec, mais où on n'a pas pu débattre véritablement du modèle agricole d'avenir, et que les professionnels, ceux qui sont les experts de l'agriculture, nos paysans agriculteurs, aient pu dire voilà ce qui se passe et voilà ce dont nous avons besoin. On a besoin de réarmer le projet politique sur l'avenir de notre agriculture. Quelle agriculture voulons-nous pour les 10, 30, 40 prochaines années? Il faut nous laisser travailler normalement. Oui. Aujourd'hui, quand vous sortez un pulvérisateur pour traiter un champ, parce que ça peut être contre des pucerons, ça peut être contre une maille du blé ou n'importe quoi, vous avez des gens qui se pointent alors, devant votre champ et qui veulent vous caillasser. Mais on va où là? Oui. Ils sont qui ces gens-là? Ils sont très minoritaires quand même. Oui, mais quand vous faites caillasser, venez au bord des villes, venez au bord des villes, il y en a de plus en plus. Venez au bord des villes, vous allez voir. Moi j'ai la chance d'être un peu en campagne, un peu retiré. Vous n'êtes pas très loin. Vous avez vu les derniers sondages faits pour le salon de Toulouse. Vous avez vu les derniers sondages faits pour les salons de l'agriculture. La population, dans son écrasante majorité, aime et soutient le monde agricole. Et cette semaine, on est les rois du pétrole. Oui. Attention, ça dure une semaine. Après, mais le monde, sauf qu'il peut. La population française est surprenante, parce que c'est vrai que le citoyen français soutient son agriculture, et pourtant, en tant que consommateur, parfois il fait des choix un peu surprenants. Mais justement, il y a une question. Il n'achète pas obligatoirement français. Mais il y a une question qui se pose pour retrouver la souveraineté alimentaire. C'est l'étiquetage. Aujourd'hui, vous achetez un produit, il y a marqué viande Union européenne. C'est-à-dire que ça peut être de la viande roumaine ou de la viande française. Vous n'avez aucun moyen de savoir. La traçabilité. De savoir la traçabilité. On se rappelle dans le sud-ouest d'une affaire, vous savez, les lasagnes au cheval. Je ne citerai pas la marque. Ça, non? Comment? Ah ben non, parce que l'Union européenne est rigoureusement contre le fait qu'on affiche vraiment la traçabilité des produits. Est-ce que c'est pas une vraie question? Il y a une évolution quand même à ce niveau-là. Il y a eu des évolutions au niveau bruxellois pour pouvoir effectivement garantir l'origine et permettre à chaque pays, à chaque région de le mettre en évidence. Donc moi je reste confiant à ce niveau-là. Effectivement, pour moi c'est pas le principal problème aujourd'hui. C'est ce qu'on disait avant, c'est permettre d'attirer des vocations et de permettre à des jeunes de nous rejoindre. Et comment on peut faire en fait? Comment on peut faire? Parce que c'est ça, c'est ce que tout le monde dit finalement. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Le premier, il est économique. Il faut vivre de son métier. Le deuxième, c'est d'arriver à changer l'image. Moi quand je vois hier, on avait la journée des Pyrénées-Atlantiques, on a mis en évidence 6 entreprises novatrices dans le domaine de la recherche et du développement qui permettent aujourd'hui, à base de phéromones, à base de biocontrôle, de biostimulants. Alors c'est quoi? Ce sont des éléments naturels qui permettent à la plante de se renforcer, de lutter naturellement contre les agresseurs extérieurs pour pouvoir avancer et de dire que si d'ici 5 ans on arrive à baisser de 60, 80, 90% les produits de synthèse, les produits phytopharmaceutiques qui permettent de protéger les plantes, qu'on appelle vulgairement les pesticides, on aura gagné déjà un premier combat. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, massifier le nombre d'agriculteurs qui s'engagent dans ces démarches, travailler collectivement et avoir ces démarches agroécologiques, non seulement pour limiter l'impact sur la planète, mais aussi le bilan carbone. Et sur la pénibilité aussi du métier. Ça, c'est
Oui, mais je pense Même que si aujourd'hui la ça fait technologie C'est fait pas la que... priorité. Moi, je vois les Ça fait jeunes toutes de les mon décennies qu'on département. travaille à la dépénibilisation du travail et ça va dans la bonne direction. Là, on séduit effectivement, et beaucoup de femmes qui viennent travailler en agriculture. Aujourd'hui, c'est près de 40% de femmes qui s'installent dans l'agriculture, et bravo. Et ajouter que l'enseignement agricole propose des filières formidables. On ne fait pas suffisamment la promotion de l'enseignement agricole. Allez-y, faites-le. Absolument. Mais il y a de magnifiques lycées agricoles partout dans notre pays qui forment, Bernard connaît ça très bien, on a un très beau lycée, je leur dis bonjour, à Montardon près de Pau, qui forme les métiers de demain aussi avec de l'innovation. Mais malheureusement, quand on veut s'orienter, ces filières-là ne sont pas toujours présentées dans l'enseignement général. Est-ce que c'est la technologie qui à un moment donné peut sauver aussi l'agriculture? Justement toutes ces start-up d'innovation, de gestion du stock, des sols. Un peu, mais moi je suis beaucoup moins sûr. Tout à l'heure on parlait de motivation, moi je vois des jeunes dans mon département qui sont hyper motivés. Mais le problème, quand vous êtes jeune, vous foncez. Il y a un moment quand vous voyez que vos copains à côté font autre chose et ils vivent mieux que vous et ils avancent dans la vie et que vous êtes en train de reculer et que vous vous posez des questions. Moi je vais vous dire, je vois à l'âge que j'ai, il y a des soirs, il y a des nuits où je me pose des questions. On va où? Va où? Je prends un exemple à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, Olivier disait, on est largement déficitaire en fruits et légumes. On a des projets de ceinture verte autour des grandes villes pour réimplanter des maraîchers, pour pouvoir fournir les cuisines centrales en légumes bio et locaux. C'est très très bien, c'est vraiment exceptionnel. Sauf que les orientations qui sont prises actuellement, se sont installées des gens par-ci par-là, avec aucune coordination de transformation, de manutention, de limiter le coût du transport et d'avoir une économie d'échelle qui soit intelligente. Et quand on voit aujourd'hui que la technologie peut aider en ayant plusieurs agriculteurs qui travaillent ensemble, des maraîchers de manière collective, utiliser la robotique ensemble, ça veut dire qu'elle coûte moins cher parce que demain le véritable enjeu c'est comment je désherbe sans produit. Aujourd'hui la robotique peut travailler pour les maraîchers, les aider à dépénibiliser ce travail parce que c'est ça le principal enjeu aussi en maraîchage. Donc oui, la technologie peut nous aider encore à avancer. Après il y a quand même il nous reste 30 secondes. Personne ne parle. C'est aujourd'hui en France, quand on fait n'importe quoi, ça coûte cher avant de commencer. Donc, le problème il est là. Donc, moi je comprends que les gens veulent acheter français, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter français. Donc il faut à un moment donné te poser les bonnes questions. Pourquoi ça vient d'ailleurs et ça arrive avec un bon prix et chez nous on n'est pas capable de le faire. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde ne gagne pas 5 000 € par mois. C'est clair. Non, voilà. ça, Et il y a des familles avec un SMIC, ou un peu mieux qu'un SMIC, des fois même moins, ils ont besoin de nourrir leurs enfants. Mais on peut faire du produit français à bon prix. Mais il faut que l'État aussi mette la main à la pâte. Eh bien, merci beaucoup messieurs. Merci Philippe Bilger, merci Olivier d'Artigol. On revient dans un instant avec vous, bien sûr, Max Brisson et Bernard Lair, pardon, et Jean-François Lamassé. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va chanter, effectivement. On va vous faire chanter. C'est peut-être la première fois qu'officiellement on le dit. On va vous faire chanter. Vous restez avec nous. On est en direct du Salon de l'Agriculture. Il peut pleuvoir. Et ben, ça nous fera du bien pour les agriculteurs. Vous restez avec nous. C'est les vrais bords. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.